dites que le poison le plus mortel est celui qui vient de votre propre sang. Quand ceux que vous avez portés dans votre ventre se retournent contre vous, il n'y a pas de douleur plus profonde au monde. Het ist ainsi que j'ai appris que tout l'amour d'une mère ne peut pas sauver un enfant qui choisit de se perdre. Bonjour, mes chers. Ici Béatrice, votre mamie, 72 ans, vous parlant depuis Arles. Bouches-Zouron. Mais aujourd'hui, vous entendrez mon histoire, qui s'est déroulée principalement dans ma maison simple à Brive-la-Gaillarde, Corrèze, un quartier qui a tout vu, des jours dangereux, des cités aux transformations modernes que nous voyons aujourd'hui. Le son des autoradios hurlant le dimanche était toujours la bande-son de notre communauté, avec les appels des vendeurs ambulants et l'agitation quotidienne. Avant de commencer mon histoire, je veux remercier tous ceux qui suivaient ma chaîne Voix de survie. Si vous appréciez mon récit, prenez un moment pour mettre un pouce en l'air sur cette vidéo. Abonnez-vous et commentez ci-dessous pour me dire d'où vous regardez, votre quartier, votre ville ou même un autre pays. Si vous êtes français à l'étranger, cela apporte tant de joie à cette grand-mère de savoir que des gens du monde entier écoutent mes histoires. Vous n'imaginez pas combien cela me rend heureuse. Aussi, dites-moi combien d'enfants ou de petits-enfants vous avez. Cela me ferait plaisir de le savoir. Et cela vous donne une chance de gagner 500 € dans notre tirage au sort. Je suis née en 1953 dans une petite ville rurale d'Aix-en-Provence, Bouches-Zouron, un endroit où la vie était dure mais honnête. Mon père, Georges Charbonneau, travaillait dans les champs, plantant un peu de tout, maïs, haricots, pommes de terre. Ma mère, Marie Charbonneau, s'occupait de la maison et vendait des conserves artisanales pour aider aux revenus. Nous étions pauvres, mais nous ne manquions jamais de nourriture. Et plus important encore, nous étions heureux. Ionis, notre maison était simple, avec un sol en terre, qui se transformait en boue pendant les fortes pluies, mais elle était remplie d'amour. Mon père n'élevait jamais la voix contre ma mère. Chaque soir, peu importe sa fatigue, il embrassait son front et la remerciait pour le repas. Les dimanches, quand il n'y avait pas de travail dans les champs, il m'emmenait pêcher dans le ruisseau ou cueillir des fruits dans les arbres. Ma mère s'assurait de m'apprendre tout sur la gestion d'une maison. Une femme doit savoir prendre soin d'elle-même. Ma fille ne dépend jamais de personne d'autre que toi, disait-elle. C'est dans cette maison simple que j'apprenais les valeurs, que je porte encore aujourd'hui. Respect, honnêteté, travail acharné, importance de la famille. J'ai grandi en rêvant de construire le même type de foyer pour mes enfants, avec le même amour qui j'avais reçu de mes parents. La vie était difficile, mais possible, jusqu'à mes 6 ans, quand une terrible sécheresse détruisait les récoltes de mon père et nous forçait à tenter notre chance à Brive-la-Gaillarde. Nous emballions le peu que nous avions dans 2 valises en carton et montions dans un bus bondé, plein de rêves et de peur. Et c'était un voyage long, incomfortable. Mais chaque kilomètre qui nous éloignait de la terre desséchée était un kilomètre plus proche de l'espoir. Nous arrivions à Brive-la-Gaillarde en 1969, au plus fort de l'expansion de la ville, des gens venant de tous les coins de France, des bâtiments poussant partout, Bruit,
Pollution, un monde complètement différent de ma campagne tranquille. Nous nous installions à Brive-la-Gaillarde, dans une petite maison que nous partagions avec une autre famille de migrants. Mon père obtenait un emploi dans une usine textile. Ma mère commençait à travailler comme femme de ménage pour une famille aisée à Aix-en-Provence. C'était difficile au début. La grande ville vous engloutit. Vous savez, tout est loin, tout est cher, tout le monde est pressé, mais nous nous adaptions, comme les êtres humains le font toujours. Je commençais à fréquenter une école publique près de chez nous et travailler à temps partiel dans une boulangerie. Je voulais aider avec les dépenses. Et plus important encore, économiser pour réaliser le rêve de ma mère, acheter une machine à coudre pour qu'elle puisse travailler de chez elle sans avoir à prendre 3 bus pour atteindre la maison de son employeur. C'est dans cette boulangerie que je rencontrai René. Il était livreur, transportant du pain au magasin, et épicerie du coin, un jeune homme beau, fort, avec un sourire facile et une conversation animée. Il avait 22 ans. J'en avais 17. Je tombais amoureuse de sa façon de voir le monde avec optimisme. Même s'il avait grandi dans la dureté des cités, René n'avait jamais connu son père. Avait été élevé uniquement par sa mère, qui travaillait comme blanchisseuse. Il n'avait étudié que jusqu'à la 4e année, mais il avait une intelligence naturelle et une capacité à parler de n'importe quel sujet. Béatrice, un jour, je te donnerai une belle vie, me promettait-il lors d'un de nos premiers rendez-vous. Tu ne manqueras de rien dans notre maison. Hein? Nous sortions ensemble pendant 2 ans, toujours avec le respect que mes parents m'avaient appris à exiger. René venait le dimanche pour le déjeuner, aider mon père à réparer des choses dans la maison, apporter des fleurs simples pour ma mère. Il gagnait ma famille de la même manière qu'il avait gagné mon cœur, avec sincérité, travail acharné, et ce sourire qui semblait illuminer n'importe quelle pièce. Nous nous marions en 1972, dans une cérémonie simple à l'église Notre-Dame. Je n'avais pas de robe de mariée de créateur, ni de réception chic, mais j'avais quelque chose de bien plus important, la bénédiction de mes parents et la certitude que j'étais aux côtés d'un homme bon. Notre premier foyer était un petit appartement à Brive-la-Gaillarde, beaucoup plus petit, alors qu'aujourd'hui, nous n'avions qu'une pièce, séparée par un rideau qui divisait le salon de la chambre. La salle de bain était partagée avec 4 autres familles, mais c'était notre petit coin. Notre début, René continuait comme livreur. Je travaillais comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Nous économisions chaque centime pour améliorer nos vies, toujours certains que des jours meilleurs viendraient. Notre premier fils, Marc, naissait en 1973. C'était une telle joie. Un bébé en bonne santé avec les yeux de son père est, selon ma mère, l'entêtement de sa mère. René pleurait en tenant le garçon. Pour la première fois, promettant qu'il serait un père présent, aimant, différent du père qu'il n'avait jamais eu. Notre fils aura une éducation, Béatrice, disait-il, en berçant le bébé. Il sera médecin, ingénieur. Ce qu'il voudra, il n'aura pas à se lever à 4 heures du matin pour livrer du pain comme son père. Notre deuxième fils, Alexandre, arrivé en 1975. Puis Victor en 1977.
Françoise em 1979 et Charles en 1981, 5 garçons, l'un après l'autre, remplissant la maison de bruit, de filles d'espoir à chaque naissance. Nous agrandissions notre appartement, ajoutant une pièce, améliorant ce que nous pouvions. René obtenait un meilleur emploi dans une usine de cigarettes, travaillant de longues heures, mais gagnant un peu plus. Je quittais mon travail hors de la maison pour m'occuper des enfants. Mais je cousais à domicile, faisant de petites réparations pour le quartier. En 1984, quand nous pensions que notre famille était complète, je découvrais que j'étais à nouveau enceinte à 30 et 1 an après 5 garçons. Notre petite princesse, Christelle, arrivait enfin la seule fille, la plus jeune, la préférée de son papa, qui ne cachait plus les cheveux gris à ses tempes, résultat d'un travail acharné pour soutenir cette grande famille. Maintenant, notre famille est complète, disait René à la maternité, tenant la petite Christelle dans ses bras énormes de travailleur, avec une délicatesse qui contrastait avec sa taille. Dieu nous a donné 5 soldats et une princesse. Que pourrions-nous demander de plus? Maïma. Les années passaient et la vie suivait son cours normal, avec les difficultés et les joies de toute famille modeste de la ville. Les garçons grandissaient fort, intelligence, toujours ensemble. Comme une véritable fratrie, René travaillait de plus en plus, acceptant des heures supplémentaires, des petits boulots le week-end. Tout pour donner à ses enfants, ceux qui n'avaient pas eu, des uniformes scolaires neufs, du matériel complet. Parfois même un jouet pour les dates spéciales. Mes parents, maintenant âgés, continuaient d'être notre fondation de valeur. Ils venaient déjeuner tous les dimanches, apportant des bonbons faits maison pour leurs petits-enfants et des histoires d'Aix-en-Provence pour remplir les après-midi. Ces deux que j'apprenais à élever mes enfants avec amour, mais aussi avec des limites claires. Un enfant élevé sans règles devient un problème. Béatrice, disait toujours mon père, l'amour, ce n'est pas seulement des câlins. Et des baisers, c'est aussi apprendre le bien du mal. Ah. Nous suivions ce conseil à la lettre. Nos garçons grandissaient en sachant qu'ils devaient aider à la maison, étudier, respecter leurs aînés. Nous allions tous à l'église ensemble le dimanche. Participions aux événements communautaires. Maintenions ce sens de la famille unie qui avait été la base de ma propre éducation. Mais la vie à Brive-la-Gaillarde dans les années 80 et 90 n'était pas facile. La violence augmentait, les drogues commençaient à dominer les coins de rue, le crime organisé s'infiltrait dans les communautés. À autant que nous essayions de protéger nos enfants, la réalité autour d'eux était dure. Tentante, dans russe, les premiers signes de problème commençaient quand Marc, notre aîné, entrait dans l'adolescence. Soudain, le garçon studieux et obéissant commençait à sécher les cours, à rentrer tard, à répondre avec agressivité. Nous essayons de parler, de comprendre ce qui se passait, mais il se fermait de plus en plus. C'est juste une phase, disait René, essayant de me rassurer. Tous les enfants passent par là. Ça ira mieux bientôt. Mais ça n'allait pas mieux. Et pire, Alexandre, 2 ans plus jeune, commençait à suivre les traces de son frère. Bientôt,
Victor aussi, c'était comme un effet domino, l'un entraînant l'autre sur un chemin que nous ne comprenions pas. En 1992, je recevais des nouvelles qui changeraient tout. Mon père mourait d'une crise cardiaque massive. Il travaillait dans le petit jardin qu'il entretenait dans sa cour arrière quand il s'effondrait simplement, sentant pour une aide. Ma mère, détruite par la perte de son compagnon de près de 50 ans, ne pouvait supporter la tristesse. Moins de 3 mois plus tard, elle décédait aussi, laissant un vide immense dans ma vie. La mort de mes parents était un tournant. Au-delà de la douleur de la perte, c'était comme si j'avais aussi perdu ma boussole morale. Mon refuge sûr. René essayait de me consoler, d'être fort pour nous deux, mais je voyais dans son visage la même peur que je ressentais. Nous perdions nos enfants et ne savions pas comment les ramener, car la vérité que nous ne voulions pas admettre était que Marc, Alexandre et Victor n'étaient plus les garçons que nous avions élevés à 19, je sais, et 15 ans, respectivement. Ils étaient impliqués avec de mauvaises fréquentations, séchaient l'école, rentraient à des heures impossibles. Et François et Charles, encore plus jeunes, commençaient à suivre le même chemin, fascinés par l'apparente liberté et le respect que leur frère aîné gagnait dans les rues. René, nous devons faire quelque chose, suppliai-je une nuit, après que Marc était rentré à 3 heures du matin, sentant l'alcool. Nous perdons nos garçons. Mon mari soupirait, frottant son visage fatigué après une autre journée de 18 heures. Que veux-tu que je fasse, Béatrice? Je me casse le dos dans cette usine pour leur donner ce dont ils ont besoin. Je ne peux pas être à la maison tout le temps pour les surveiller. Ce n'est pas une question de surveiller, c'est une question de sauver. J'ai peur de ce qui pourrait leur arriver sur ce chemin. René il essayait vraiment des discussions sérieuses, des punitions, même quelques fessées pour les plus jeunes, quand la situation l'exigeait, mais c'était trop tard. Nos 3 fils aînés étaient déjà complètement impliqués dans le crime local. Nous découvrions plus tard que Marc était devenu passeur de drogue à 16 ans. Alexandre suivait le même chemin peu après. Victor commençait par voler de petites choses et bientôt commettait des vols à main armée. L'argent facile commençait à entrer dans la maison. Soudain, ils arrivaient avec des baskets de marque, des vêtements coûteux, parfois même des appareils électroménagers neufs. Je les gagnais dans un jeu. Maman, c'était en solde au magasin. Papa, un ami me l'a donné parce qu'il n'en voulait plus, en des mensonges qu'il racontait, et que dans les profondeurs du désespoir, nous faisions parfois semblant de croire. Françoise et Charles, voyant leur grand frère avec de l'argent, du respect dans les rues et une apparente liberté, étaient entraînés dans le même abîme à 13, est élève en an. Ils séchaient déjà l'école pour traîner dans les coins avec les amis de leurs frères, apprenant ce qui n'aurait pas dû. Zoé et Christelle, notre Benjamin semblait immunisé contre cette influence, peut être parce qu'elle était une fille, peut être parce qu'elle voyait la souffrance gravée dans mes yeux à chaque nouvelle déception avec les garçons. Elle restait studieuse, obéissante, rêveuse.
Elle était la consolation dans les jours les plus durs. La preuve qu'au moins une petite graine de nos valeurs avait trouvé un sol fertile. En 1995, la tragédie que je craignais tant commençait à se dérouler. Mock, à 22 ans, était arrêté pour trafic de drogue. Il passait 2 ans en prison et au lieu d'être réhabilité, il apprenait seulement davantage sur le crime, faisait de pires contacts, revenait encore plus endurci. Alexandre était blessé par balle dans une fusillade avec la police en 1997. Il survivait, mais restait avec une mauvaise boiterie, un rappel constant de mauvais choix. Victor disparaissait pendant des mois en 1998, puis nous apprenions qu'il s'était enfui à Gap après un vol qui avait mal tourné, où un agent de sécurité était tué. C'est une punition. René pleurais-je une nuit. Après avoir reçu d'autres mauvaises nouvelles, nous avons fait quelque chose de mal en les élevant. Où nous sommes-nous trompés? Ce n'est pas une punition. Béatrice, c'est la vie. Nous avons donné de l'amour. Nous avons donné une éducation. Nous avons montré l'exemple, mais il vient un moment où chacun coisit son propre camin. Nous ne pouvons pas porter cette culpabilité, mais je la portais. Comment ne pas la porter? C'était mes enfants, mon sang, ma responsabilité. Chaque mauvais choix qu'ils faisaient était comme un couteau dans mon cœur de mère, et le pire était encore à venir, même si je ne le savais pas encore. En 1999, quand nous pensions que rien ne pouvait empirer, le destin nous montrait qu'il y a toujours un abîme plus profond. Françoise et Charles, maintenant complètement impliqués dans le crime, commençaient à consommer des drogues dures. Ce n'était plus seulement de la marijuana ou de l'alcool, c'était de la cocaïne, du crack, des choses qui transformaient mes garçons en véritables étrangers dans notre maison. Il y avait des jours où je trouvais Charles, mon Benjamin, maintenant, 18 ans, tremblant dans un coin de la maison, suant abondamment, suppliant pour de l'argent, pour acheter plus de ce poison qui le consumait de l'intérieur. François, à 20 ans, avait déjà perdu presque toutes ses dents de devant, résultat d'une consommation continue de crack. Ses yeux, autrefois vifs et brillants, étaient maintenant opaques, distants, perdus dans un monde que je ne pouvais pas atteindre. Régner, toujours le plus fort de la maison, commençait à se faner progressivement, le travail épuisant, les soucis constants, la douleur de voir ses fils se détruire. Tout cela minait sa santé, son esprit. Il commençait à avoir des problèmes cardiaques, de l'hypertension, une toux qui ne partait jamais, résultat de décennies à respirer des produits chimiques dans l'usine de cigarettes. Et au milieu de tout ce chaos, Christelle, notre petite princesse, maintenant 15 ans, essayait de maintenir une normalité. Elle étudiait dur, rêvait de devenir infirmière. Aider à la maison était le rayon de soleil dans nos jours de plus en plus sombres. René et moi vivions pour elle, pour la protéger, pour s'assurer qu'au moins de nos enfants auraient un avenir différent. Un jour, tout cela passera, maman, me disait-elle, en m'aidant à préparer le dîner lors des rares occasions où nous pouvions réunir la famille à table. Les garçons comprendront que ce chemin ne mène à rien de bon.
J'avais foi. Sa foi me faisait tenir. Sa foi et l'amour de mon René, qui, même malade, même fatigué, n'abandonnait jamais notre famille, n'abandonnait jamais nos enfants, même quand ils semblaient s'être abandonnés eux-mêmes. Mais le destin, mes chers, a parfois des plans qui détruisent même la foi la plus forte. Et c'était par une nuit de septembre 2000 au Nenouit, qui semblait, comme tant d'autres dans notre quartier bruyant, que le cauchemar, que je n'avais jamais imaginé possible, devenait réalité au Nenouit, qui changerait à jamais le sens de la famille, de l'amour, de la confiance, au Nenouit, qui prouverait que parfois le pire ennemi n'est pas celui qui se cache dans les ombres de la rue, mais celui qui dort sous le même toit que vous, qui porte votre sang, que vous avez autrefois bercé dans vos bras, croyant élevé de bons hommes. Parfois, je me demande si l'amour d'une mère a des limites, s'il y a un point où cet amour inconditionnel que nous ressentons dès le premier cri d'un bébé peut se transformer en peur, en déception, et nous me disait que rien ne remplit. C'était en découvrant cette limite que je comprenais que chaque enfant ne suit pas le chemin dont nous rêvons, peu importe combien d'amour nous donnons. L'année 2000 était celle où je voyais mes fils se transformer complètement. Mark, mon aîné, avait déjà 27 ans et était sorti de prison depuis un moment. Beaucoup disaient que la prison réhabilite, mais c'était différent avec mon fils. Il y entrait comme voleur et en sortait véritable criminel, avec des contacts, avec de pires idées, avec une haine dans les yeux que je ne reconnaissais plus. Je me souviens qu'avant d'être arrêté au si mauvais chemin qu'il prenait, il me souriait encore, m'appelait encore maman dans les rares moments d'affection. Après la prison, c'était comme avoir un étranger vivant dans ma maison. Alexandre, mon deuxième fils, à 25 ans, avait cette jambe qui ne guérissait pas correctement après la blessure par balle. Il marchait en boitant, en douleur constante, et utilisait cela comme excuse pour s'enfoncer de plus en plus dans la drogue. C'est pour soulager la douleur. Maman, disait-il, quand je trouvais des pipes à crack cachées dans la chambre, comme s'il pouvait y avoir une douleur plus grande que de voir un enfant se détruire et ne rien pouvoir faire. Victor, à 23 ans, après cette fuite à Gap, revenait encore plus dangereux. C'était le plus intelligent des 5. Il l'avait toujours été à l'école, quand il y allait encore. Les enseignants disaient qu'il avait le potentiel pour être ce qu'il voulait. Il finissait par utiliser cette intelligence du mauvais côté, devenant le cerveau du groupe, Cheloui, qui planifiait les vols, qui établissait des contacts avec des gangs plus grands, François et Charles, à 20 et 1 et 19 ans, étaient les plus perdus dans la drogue. Ils ne pouvaient pas passer une journée sans consommer. Ils vendaient tous ceux qu'ils trouvaient dans la maison, d'une radio réveil à des casseroles de cuisine. Une fois, je surprenais Charles essayant d'arracher les fils de cuivre des murs pour les vendre aux ferrailleurs. Ça me brisait le cœur. Mon René travaillait de plus en plus, partant avant le lever du soleil et rentrant quand tout le monde dormait déjà. Je pensais que c'était sa façon d'échapper à cette réalité que nous ne savions pas comment changer.
l'usine drainait toute son énergie. Mais je pense qu'il préférait la fatigue du corps à celle de l'âme de voir nos fils se perdre en un Säule Christelle. Notre petite, à 16 ans, nous donnait un peu d'espoir, studieuse, respectueuse, rêveuse. Elle disait vouloir être infirmière, soigner les gens, faire une différence. Elle me rappelait tellement moi-même à son âge, avant que la vie n'endurcisse mon cœur. René et moi vivions pour elle, pour protéger au moins un de nos enfants. C'était vers avril 2000 que je remarquais un changement chez mes 5 fils. Ils commençaient à se réunir plus souvent, chuchotant dans les coins, s'arrêtant de parler. Quand j'entrais dans la pièce, ils étaient agités, nerveux, comme s'ils planifiaient quelque chose de grand. J'essayais de demander des m'approches, mais ils me repoussaient. Ce n'est rien. Maman, arrête de t'immiscer, disait Marc, toujours dur. Affaire d'homme, madame n'a pas besoin de savoir. Renforcer Victor. Et ainsi nous continuons pendant des mois, avec cette tension grandissant dans la maison. Ils partaient ensemble, rentraient au petit matin, apportaient de l'argent, que je savais ne pas venir d'un travail honnête. Mais que pouvais-je faire? Dénoncer mes propres fils, les jeter dehors. Pour une mère, ses choix sont comme décider quel bras couper. En juillet cette année-là, nous découvrions que tous les 5 avaient rejoint un gang qui dominait une partie de notre quartier. Les loups noirs, ils n'étaient plus des petits voleurs ou des dealers de coin de rue. Maintenant, ils étaient impliqués dans des affaires importantes. Des gens dangereux, des crimes, que je ne pouvais même pas imaginer ou essayer. Monsieur Julien Sorel, qui avait toujours été comme un oncle pour mes garçons, me cherchait, inquiète. Madame Béatrice, vos fils sont mêlés au loup noir. Ces gens ne plaisantent pas. Soit vous les sortez de ce chemin, soit vous pleurez sur des cercueils fermés. Je pleurais toute la nuit après cet avertissement. René essayait de leur parler, un par un, puis tous ensemble. C'était inutile. Il riait de notre inquiétude, disait qu'il grimpait dans le monde, que bientôt nous verrions quelle sorte d'ascension était-ce qui ne faisait que descendre plus profondément dans le trou. Août arrivait avec une chaleur étouffante et des nouvelles de plus en plus mauvaises. Il y avait un massacre dans le quartier voisin. 5 jeunes hommes exécutés. Des rumeurs circulaient que nos garçons y avaient pris part. Je n'ai jamais confirmé. Je ne voulais pas savoir. Il y a des vérités qu'une mère préfère ignorer. La maison qui était autrefois pleine de vie, des rires, de rêves, semblait maintenant un champ de mine. Christelle et moi marchions sur des œufs, craignant de dire quelque chose de mal, de provoquer des explosions. René travaillait encore plus, même des quarts de 18 heures à l'usine. Il fuyait, je le savais, je ne le blâmais pas. Parfois, je voulais pouvoir fuir aussi. En septembre, les choses empiraient encore. Les garçons commençaient à ramener des amis à la maison, des gens au regard dangereux, avec des armes mal cachées dans leur ceinture. Ils transformaient la pièce arrière en une sorte de quartier général où ils passaient des heures enfermés, ne sortant que pour manger ou pour leurs opérations nocturnes. « Maman, je gagne du respect dans le quartier », me disait Alexandre un après-midi, montrant une chaîne en or épaisse qu'il avait achetée. Bientôt,
je pourrais vous offrir une meilleure maison. Sortir tout le monde d'ici, comment lui expliquer que je ne voulais jamais une meilleure maison achetée avec du sang, que je préférais 1000 fois notre maison humble, mais honnête, à un palais construit sur le malheur des autres. La tension augmentait chaque jour. Les garçons buvaient de plus en plus, consommaient de la drogue ouvertement à la maison, ne respectaient plus rien. Ni personne. Christelle commençait à dormir dans ma chambre, ayant peur d'être seule. Quand cette foule arrivait, René et moi nous disputions de plus en plus, ne sachant quoi faire. Comment agir, comment sauver ce qui restait de notre famille. Nous devons sortir d'ici, disait-il. Prendre Christelle et recommencer ailleurs et abandonner nos fils, répondais-je, m'accrochant encore à cet espoir insensé de mère. Ils peuvent encore changer. René, j'ai foi. La foi, ce petit mot de 3 lettres, qui signifiait tant pour moi, c'était ce qui me faisait me lever chaque matin. Qui me donnait la force de continuer, de croire qu'un jour mes fils redeviendraient les garçons que j'avais élevés. J'allais à l'église tous les dimanches, allumais des bougies, faisais des promesses, priais jusqu'à perdre ma voix, mais il semblait que Dieu avait tourné le dos à notre famille. Ou peu était-ce juste le prix que nous payons pour les choix que chacun fait dans la vie? Je me souviens comme si c'était hier, de la nuit où tout changeait pour toujours. C'était un vendredi, le 22 septembre 2000. René était parti pour le quart de nuit à l'usine, comme il le faisait 3 fois par semaine. Christelle était chez une amie, faisant des devoirs scolaires. Grâce à Dieu, car elle était épargnée de ce qui se passait plus tard. J'étais seule à la maison, lavant la vaisselle du dîner, quand j'entendais le portail claquer, des pas lourds et des rires bruyants. Je reconnaissais mes 5 fils rentrant. Ils étaient plus ivres que d'habitude, parlant fort Durant. Je pouvais entendre le bruit des bouteilles s'entrechoquant, une forte odeur de whisky et de marijuana envahissant la maison. Où est le vieux? Criait Marc, trébuchant dans la cuisine. Ses yeux étaient rouges, ses pupilles dilatées. C'était pas seulement de l'alcool. Je le savais bien. Il travaille, comme toujours, répondais-je, continuant à laver la vaisselle, évitant de le regarder directement. Il y avait appris qu'il valait mieux ne pas les affronter. Quand ils étaient ainsi, et la princesse, la préférée de maman, c'était Alexandre, qui demandait, riant d'une manière étrange, qui me donnait des frissons dans le dos, chez une amie, faisant des devoirs. Elle devrait rentrer bientôt. Mentais-je, voulant protéger Christelle, la tenir éloignée de cet environnement lourd. Tous les 5 entraient dans la cuisine, m'entourant d'une manière qu'ils n'avaient jamais faite auparavant. Je ressentais de la peur, une peur différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas la peur de ce qu'ils feraient à d'autres personnes, c'était la peur de ce qu'ils pourraient me faire à moi, leur propre mère. Tu n'étais fatigué, siamaes, maman, demandait Victor, ramassant un couteau dans l'évier et jouant avec entre ses doigts. Tu ne te fatigues pas de prétendre que nous sommes une famille normale, que papa est un travailleur honnête et que tu es une femme au foyer dévouée. Tout ça,
des mensonges. Tant, je ne sais pas de quoi tu parles. Montfils, répondais-je, essayant de rester calme, sentant mon cœur s'emballer. Nous sommes une famille, peut être pas parfaite, mais une famille, interrompait François, Ryan Ford. Quelle famille? Celle que Monsieur René a mise dans ta tête, la petite maison avec la clôture blanche, les enfants studieux, tout jolis. Réveille-toi. Maman, regarde où nous vivons, regarde S.E. que nous sommes devenus. C'est votre faute, accusait Charles, le plus jeune des 5, mais qui, à ce moment, semblait le plus agressif. La vôtre est celle de ce vieux qui ne sait que travailler et se plaindre. Vous ne nous avez rien donné. Rien. Nous avons dû trouver notre propre chemin. J'étais choqué par ces mots. Comment la faute pouvait-elle être la nôtre? René, qui travaillait 18 heures par jour pour soutenir cette maison. Moi, qui m'étais plié en 4 pour élever 6 enfants avec autant de dignité qu'est possible, qui avait abandonné mes propres rêves pour être une mère à temps plein. Vous aviez tous ceux que nous pouvions donner, disais-je, ma voix tremblant d'indignation. Un toit, de la nourriture, une école, de l'amour. Si vous avez choisi ce chemin, c'était votre propre choix. Pas à cause de nous, c'est alors que Marc, l'aîné, frappait la table si fort que les assiettes sautaient. Tais-toi, je ne supporte plus d'entendre ces discours sur l'amour, sur la famille, sur les choix. La vie est dure. Maman, il n'y a pas de place pour des rêves stupides. À ce moment, pour la première fois, je ne reconnaissais pas mon fils. Il n'était plus le bébé que j'avais allaité, les garçons, que j'avais appris à marcher. L'adolescente, qui, malgré les problèmes, montrait encore des éclairs du bon cœur qu'il avait. C'était un étranger, avec de la haine dans les yeux, avec du mépris dans la voix, avec une violence contenue qui semblait sur le point d'exploser. C'est qui se passait dans les heures suivantes est quelque chose que j'essaie chaque jour d'effacer de ma mémoire, quelque chose de si terrible, si douloureux, si inimaginable, que parfois je me demande si cela s'est vraiment passé ou si ce n'était qu'un horrible cauchemar dont je n'ai jamais réussi à me réveiller. Ils étaient complètement hors d'eux. Ils n'étaient plus mes fils. C'étaient 5 hommes, dominés par l'alcool, par la drogue, par la haine qu'ils avaient cultivée au fil des années. Et moi, à 47 ans, mère de 6 enfants, qui avait dédié ma vie à élever ces garçons, je me retrouvais transformée en cible d'une violence que je n'avais jamais pensé possible à l'intérieur de ma propre maison, par les mains de ceux que j'avais portés dans mon ventre. J'essayais de crier, j'essayais de m'enfuir, j'essayais de les faire arrêter, de leur rappeler qui ils étaient, qui j'étais. Mais c'était comme parler à des murs qui se refermaient autour de moi, m'étouffant, me détruisant de manière qu'aucune mère ne devrait jamais connaître. Quand ils finissaient, enfin, ils quittaient la maison, Ryan, comme si rien ne s'était passé, comme s'ils n'avaient pas commis le pire des crimes. Je restais allongé sur le sol de la cuisine, parmi les éclats de vaisselle brisée et les morceaux de ma dignité détruite, incapable de croire ce qui s'était passé. Je ne sais pas combien de temps je restais là. Peut être des minutes, peut être des heures. Le temps perd son sens quand votre monde s'effondre ainsi,
j'essaye sur les mains, qu'à un moment donné, je trouvais la force de me traîner jusqu'à la salle de bain pour essayer de laver ceux qui ne se lavaient pas, pour cacher les marques que nul eau ne pouvait effacer. Christelle arrivait avant René, grâce à Dieu. Quand elle me voyait, elle savait immédiatement que quelque chose de terrible s'était passé. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle m'aidait à prendre un bain, à me changer, à m'allonger dans le lit. Elle n'avait que 16 ans, mais à ce moment, elle assumait le rôle de mère, prenant soin de moi avec une maturité qui me brisait le cœur. C'était eux, n'est-ce pas, maman, demandait-elle, doucement, assise au bord du lit, tenant ma main. Je ne pouvais pas répondre. Je laissais simplement les larmes couler. Elle comprenait le silence. Nous devons le dire à papa. Nous devons aller à la police. Je secouais la tête, négativement, paniquant rien qu'à y penser. Comment dire à mon mari que ses propres fils avaient fait cela? Comment les dénoncer à la police? Comment transformer ce cauchemar privé en scandale public? Je ne peux pas. Ma fille, ton père, il les tuera, peut être que c'est ce qu'il mérite, répondait-elle, avec une dureté qui ne correspondait pas à son visage encore juvénile. Quand René arrivait, des heures plus tard, j'essayais de prétendre que tout allait bien. Je disais que j'étais tombée, que j'avais mal à la tête, que j'avais juste besoin de me reposer. Mais il me connaissait trop bien, savait lire entre les lignes de mon silence. « Quanto fait, Béatrice ?» demandait-il, s'asseyant à côté de moi sur le lit, ses yeux fatigués par tant de travail, maintenant alerts, inquiètes. Je ne pouvais pas répondre. Comment mettre cette horreur en mots? Comment faire comprendre à mon mari, père de ces hommes, la monstruosité qu'ils avaient commise? C'était Christelle qui parlait avec un courage dont je ne sais pas d'où elle le tirait. Elle racontait ce qu'elle avait trouvé en arrivant, l'état dans lequel j'étais, les conclusions évidentes. René écoutait en silence, son visage se durcissant à chaque mot, ses mains se fermant en poing, les veines de son cou sautant d'une rage que je n'avais jamais vue en lui. « Je n'y crois pas », disait-il enfin. Sa voix basse, contrôlée, mais chargée d'une fureur contenue. Je ne crois pas que mes propres fils, non, ça ne peut pas être vrai. Ah, je comprenais son déni. C'était plus facile de croire que j'avais tout inventé, que j'étais confuse, que c'était autre chose. Plus facile que d'accepter que ceux qui portaient son nom, Son, Sang, avaient commis une telle atrocité. Papa insistait, Christelle, regardez-la. Regarde les bleus. Penses-tu vraiment que maman inventerait quelque chose comme ça? René me regardait. Vraiment regardez, voyait les marques que j'avais essayé de cacher, voyait la terreur dans mes yeux, voyait la vérité que même moi je voulais pas affronter, et quelque chose en lui se brisait. Je le voyais se produire, voyais le moment exact où l'homme est bon, travailleur, patient, que je connaissais depuis près de 30 ans, se transformer en quelqu'un d'autre. Je vais les tuer, disait-il, simplement, se levant. Je vais les tuer un par un. Ja, je saisissais son bras, suppliant. Non, René, ça ne résoudra rien. Ça ne fera qu'empirer tout. Et que suggères-tu que nous prétendions
que rien ne s'est passé, que nous les accueillons à bras ouverts après ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas ce genre d'homme. Béatrice, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Cette nuit-là, nous ne dormions pas. René s'asseyait dans le salon avec une machette qu'il utilisait pour nettoyer la cour dans les mains, attendant, mais les garçons ne rentraient pas. Peut-être savaient-ils ce qu'ils avaient fait, peut-être avaient-ils peur de la réaction de leur père quand ils découvriraient, peut-être continuaient-ils simplement la fête ailleurs. J'essaie seulement que nous ne les voyons pas pendant des jours. C'est pendant cet intervalle que René prenait une décision qui changerait à jamais le cours de notre histoire, une décision cruelle. Même après tant d'années, je me demande encore si c'était la bonne, s'il y avait une alternative, si nous aurions pu résoudre autrement. Mais, comme le dit ce vieil adage, quand le sang devient poison, il n'y a pas d'antidote qui puisse vous sauver. Et notre sang, c'est lui, qui coulait dans les veines de nos 5 fils, s'était transformé en le pire poison de tous. C'est lui qui détruit non seulement le corps, mais aussi l'âme, la famille, la confiance, l'amour, un poison pour lequel nous n'étions pas préparés et qui nous tuait presque tous. Il y a des moments dans la vie d'une mère où il semblait que le monde a cessé de tourner, où le temps s'est figé dans un moment si terrible que vous donneriez tout pour revenir en arrière, pour avoir fait différemment, pour avoir remarqué les signes plus tôt, mais l'horloge ne recule pas. Et nous devons continuer, portant des blessures que même le temps ne peut pas complètement guérir. Pendant les 3 jours qui suivaient cette horrible nuit, je restais entre le lit et le canapé, incapable de faire les choses les plus simples. Mon corps souffrait, mais mon âme saignait encore plus. Christelle, ma fille de seulement 6 ans, assumait le rôle de maîtresse de maison, prenant soin de moi, préparant à manger, essayant de maintenir une certaine normalité dans ce scénario cauchemardesque. René semblait un volcan sur le point d'entrer en éruption. Il ne dormait pas, mangeait à peine, continuait à marcher d'un côté à l'autre, avec cette machette à la main, les yeux fixés sur la porte, attendant que les fils reviennent. En presque 30 ans de mariage, il avait toujours été un homme calme, patient, qui résolvait tout en parlant, mais maintenant. C'était comme s'il était une autre personne. Allons les dénoncer à la police. Insistait Christelle, assise au bord du canapé, où j'étais allongé. C'est qu'ils ont fait, c'est un crime. Maman, ça ne peut pas rester comme ça. Je secouais la tête, incapable d'imaginer dénoncer mes propres fils. Comment une mère fait-elle cela? Comment regarde-t-elle dans les yeux d'un policier? Et dit que ses propres fils qu'elle a portés dans son ventre, qu'elle a allaités, à qui elle a appris à marcher et à parler, ont commis une telle atrocité. Ta fille a raison, disait René, arrêtant sa marche nerveuse dans le salon. Nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Mais ce ne sera pas la police. Je ne leur fais pas confiance. La police ici à Brive-la-Gaillarde sert ceux qui paient le plus. Et nos fils, ils sont impliqués avec des gens qui ont de l'argent sale pour acheter même un capitaine de police. Alors, que faisons-nous? Demandai-je, ressentant un désespoir si grand que c'était comme si je me noyais. Je vais régler ça à ma manière, étaient tous ceux
qui disait « Avant de quitter la maison ce matin du 3e jour, Christelle et moi restions seuls. La tension si lourde dans la maison que nous pouvions à peine respirer. C'était fin septembre 2000. Mais la chaleur semblait celle du plein été étouffante, suffocante, ou était-ce juste le poids des événements récents qui rendaient l'air irrespirable. Papa va faire quelque chose de stupide, murmurait Christelle, regardant par la fenêtre, suivant René jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je voulais dire non, que son père était un homme sensé, qu'il ne ferait jamais quelque chose d'imprudent. Mais je ne pouvais pas, car au fond, j'avais aussi peur de ce que René pourrait faire dans cet état. Il rentrait presque à l'heure du dîner, avec un visage différent. La colère était toujours là. Mais maintenant, il y avait autre chose. Une détermination froide, calculée, qui m'effrayait encore plus que la fureur des jours précédents. « Fais tes valises », annonçait-il dès qu'il entrait. Juste l'essentiel. Nous partons d'ici ce soir. Partir? Pour où demandai-je, confuse. Loin, à la campagne, j'ai tout arrangé. Un ami d'usine a une maison à Narbonne qu'il n'utilise pas. Nous pouvons y rester jusqu'à ce que nous trouvions un autre endroit. Mais les garçons, demandai-je, encore prisonnières de cet instinct maternel, qui ne disparaît jamais complètement, même après les pires trahisons, le regard que René me lançait était si dur que je ressentais un frisson. Quels garçons, Béatrice. Je n'ai plus de fils. Ils sont morts pour moi cette nuit-là. Je sentais les larmes monter. Aussi terrible que ce qu'ils avaient fait, c'était encore mes fils. Je gardais encore en moi les souvenirs d'eux petits. Innocence. Avant que le monde ne les transforme en ces monstres, nous ne pouvons pas simplement partir. Argumentai-je, faiblement. Nous avons une vie ici, l'école de Christelle, tant travail. Quelle vie, Béatrice. Regarde SE, que nous sommes devenus une famille détruite, vivant parmi des gangsters, ayant peur de nos propres fils. Ce n'est pas une vie, et Christelle peut étudier n'importe où. Il vaut mieux recommencer de zéro que de continuer dans cet enfer. Au fond, il savait qu'il avait raison. Il ne restait plus rien pour nous là-bas. Seulement des souvenirs douloureux, de la honte, de la peur, mais quand même l'idée d'abandonner tout, de laisser derrière les fils, que malgré tout, j'aimais encore. C'était déchirant. Et s'ils nous poursuivent, demandai-je. La peur serrant ma poitrine, René s'asseyait à côté de moi, tenant mes mains avec une douceur qui contrastait avec la dureté de son regard. Ils ne le feront pas. Je te garantis qu'ils ne le feront pas. Il y avait quelque chose dans la manière dont il le disait qui me donnait des frissons, qu'avait fait René pendant ces heures loin de la maison. Qu'avait-il planifié? Je voulais demander, mais en même temps, je ne voulais pas savoir. Il y a des vérités mieux laissées enterrer. Cette même nuit, avec seulement 2 valises contenant l'essentiel, nous quittions la maison où nous avions vécu pendant plus de 20 ans. La maison où j'avais élevé mes 6 enfants, où j'avais ri et pleuré, où j'avais rêvé d'un avenir meilleur. Nous partions comme des fugitifs au milieu de la nuit, laissant derrière non seulement des meubles et des vêtements,
mais aussi des morceaux de nous-mêmes. Un ami de René de l'usine nous attendait dans une vieille voiture à quelques rues de là. Nous montions en silence, les larmes silencieuses coulant sur mon visage, la main de Christelle serrant la mienne, cherchant une force que je n'avais pas donnée. « Tot ir bien », disait René. Quand la voiture commençait à s'éloigner du quartier, nous allons recommencer, tous les trois, comme une vraie famille, tous les trois, une vraie famille, des mots qui devraient apporter du réconfort, mais qui n'accentuaient que la douleur de la perte. Car, autant que j'essayais de le nier, autant que je savais que c'était nécessaire que nous abandonnions 5 fils, 5 morceaux de mon cœur, qui, malgré tout, battaient encore pour eux. Le voyage vers Narbonne était silencieux, chacun enfermé dans ses propres pensées, dans ses propres douleurs. L'ami de René respectait notre silence, conduisant, concentré, ne regardant que de temps en temps dans le rétroviseur, comme s'il craignait que quelqu'un nous suive. Nous arrivions au petit matin. La maison était simple. Dans une zone rurale, loin de la ville, elle avait 2 petites chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain, rien comparé à notre maison à Brive-la-Gaillarde. Qui, bien qu'humble, était spacieuse, résultat d'années d'agrandissement pour accueillir la famille grandissante. C'est pas grand-chose, mais c'est sûr, disait l'ami de René, remettant les clés. Personne ne vous trouvera ici. Les premiers jours, nous vivions comme des zombies, accomplissant les tâches de base de la survie, sans être vraiment présents. Christelle, toujours la plus forte d'entre nous, était la première à réagir. Elle trouvait une école à proximité, s'inscrivait, commençait à se faire des amis avec les voisins. René trouvait du travail dans un atelier de mécanique en ville, grâce à la recommandation du même ami, qui nous avait aidés à fuir. Moi, eh bien, j'étais coincé dans cet entre-deux, entre l'horreur du passé et le vide du présent. Je ne dormais pas bien, me réveillais en criant au milieu de la nuit, avait peur de sortir de la maison. Les médecins appellent cela un stress post-traumatique. Je l'appelais un enfer personnel. René essayait de m'aider à sa manière. Il apportait des fleurs sauvages qu'il cueillait sur le chemin du retour du travail, préparait le petit déjeuner le dimanche, massait mon dos quand les douleurs étaient insupportables, mais il y avait un abîme entre nous que nous ne savions pas comment franchir, un abîme fait de secrets non partagés, de questions non posées, de réponses que peu être nous ne voulions pas entendre. Nous devons parler de ce qui s'est passé, disait-il une nuit. Après que Christelle était déjà couchée, nous ne pouvons pas continuer à prétendre que ça n'existait pas. Ça se passe. Si je peux, répondais-je, honnêtement, comment mettre cette douleur en mots? Comment nommer l'innommable? Passe de ça, clarifiait-il, s'asseyant à côté de moi sur la petite véranda de la maison, de l'après, de ce que j'ai fait. Je ressentais un frisson dans le dos. Pendant des semaines, j'avais évité de penser à ce que René avait pu faire pendant ces heures, loin de la maison, avant notre fuite, à ce que signifiait que nos fils ne nous chercheraient pas. Tu n'as pas besoin de me le dire, murmurai-je. Une partie de moi
voulant préserver l'image de l'homme bon. Et juste que je connaissais, que j'aimais, si, je dois, insistait-il. Sa voix étouffée, je ne peux pas porter ça seule. Béatrice, c'est trop lourd. Et puis il me racontait, avec des détails qui me hantent encore dans les cauchemars, il racontait comment il avait cherché un contact, un policier à la retraite qui faisait des services spéciaux dans le quartier. Comment il avait payé avec nos économies de plusieurs années pour lui et d'autres hommes pour donner une leçon à nos fils, pas pour tuer. René s'assurait de préciser cela, mais pour s'assurer qu'il ne nous dérangerait plus jamais, qu'il ne découvrirait jamais où nous étions. Ils ont été battus sévèrement à White Hill, SS Mainz, tremblant, alors qu'il allumait une cigarette. Un vice qu'il avait abandonné il y a des années et qu'il reprenait maintenant. Le policier a dit qu'ils ne marcheront pas droit pendant un bon moment. Et il a clairement fait comprendre que s'ils essayaient de nous chercher, la correction serait bien pire. Là, je restais silencieuse, absorbant cette information. Mon mari, l'homme qui avait passé sa vie à travailler honnêtement, qui nous avait appris des valeurs, qui était un exemple pour la communauté, avait engagé des gens pour battre ses propres fils. La ligne entre le bien et le mal n'avait jamais semblé si fine. J'ai aussi parlé à leur chef, continuait René, évitant mon regard. Le soi-disant loup, Kutiel Gang. J'ai expliqué ce qui s'était passé, montré les photos que Christelle avait prises de thé bleu quand elle t'a aidé à te laver. J'étais choquée. Je ne savais rien de ces photos. Je n'avais pas imaginé que ma fille avait documenté ce moment d'horreur. Le loup, malgré tout ce qu'on était là, a un code. La famille est sacrée. Il était dégoûté par ce que les garçons avaient fait. Il a dit qu'il s'en occuperait aussi à sa manière et que nous pouvions partir en paix, que personne du gang ne viendrait après nous. Fini. J'essayais de tout traiter. Mon mari s'était tourné vers des gangsters et des policiers corrompus pour assurer notre sécurité. Il avait franchi des lignes que nous avions juré de ne jamais franchir, et tout cela à cause de l'horreur que nos propres fils avaient apportée dans notre maison. Penses-tu que j'ai eu tort? Demandait-il enfin, la vulnérabilité dans sa voix me prenant par surprise. René, toujours si sûr, si décidé, semblait maintenant un garçon cherchant l'approbation. Que pouvais-je dire? Qu'Iori, il avait tort de recourir à la violence, que non, il avait fait ce qui était nécessaire pour protéger ce qui restait de notre famille. La vérité est qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Pas pour une situation si déformée, si hors de tout paramètre normal. Je pense que tu as fait ce que tu pensais devoir faire, répondais-je enfin. Et maintenant, nous devons vivre avec. Nous restions là, assis sur la véranda, sous les étoiles de la campagne d'Aude, si différentes de celles que nous pouvions à peine voir dans la pollution de la grande ville. Deux survivants d'un naufrage, essayant de comprendre comment nous avions atteint cette plage inconnue, comment reconstruire quelque chose à partir des débris. Octobre arrivait avec de fortes pluies,
lavant la poussière du sol autour de la maison, apportant un verre renouvelé aux arbres, je commençais à aider une voisine qui vendait des gâteaux et des bonbons à la foire de la ville. C'était bon d'avoir quelque chose pour occuper mon esprit, tout de sentir que j'étais encore utile, que je savais encore faire autre chose. Que pleurer pour les nuits perdues. Christelle s'adaptait étonnamment bien à la nouvelle école. Toujours studieuse, elle se démarquait bientôt en classe, se faisait des amis, commençait même à sortir avec un garçon de sa classe, un jeune bien éduqué, doux, complètement différent des jeunes du quartier. Voir son sourire à nouveau était comme un baume pour mon âme blessée. René travaillait dur à l'atelier de mécanique, rentrant épuisé, mais satisfied. Travailler avec ses mains, réparer des moteurs, était différent de la routine épuisante de l'usine de cigarettes. Il disait qu'il se sentait plus vivant, plus utile. Les lignes d'inquiétude qui marquaient son visage commençaient à s'adoucir. Les cheveux gris semblaient moins prédominants. Mais tout n'était pas rose. Les nuits étaient encore difficiles pour moi. Les cauchemars venaient presque toujours des images déformées de cette nuit, des suisagas, qui alternaient entre les garçons petits et innocents que j'avais élevés et les hommes violents qu'ils étaient devenus. Je me réveillais en criant, en sueur, parfois si désorienté, que je ne reconnaissais pas où j'étais. Nous devons te trouver un médecin, insistait René. Après une nuit particulièrement mauvaise, quand je brisais un verre en essayant de boire de l'eau avec des mains tremblantes, ce n'est pas normal. Béatrice, ça fait plus d'un mois, et que dirais-je au médecin, demandai-je, la voix amère, que j'ai été, que mes propres fils. Non, je ne peux pas. C'était Christelle, encore une fois, qui trouvait une solution. Elle découvrait qu'il y avait une psychologue en ville, une dame plus âgée, qui demandait des prix abordables. Elle prenait un rendez-vous sans me le dire, et le jour venu, me conduisait simplement, n'acceptant aucun refus. Tu n'as pas besoin de tout raconter d'un coup, disait le docteur Pascal Morel lors de la première consultation, une femme d'environ 60 ans, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture épaisse. Nous pouvons commencer là, où tu te sens à l'aise, et test ANC, semaine après semaine, que je déterrais cette douleur. La mettant en mots pour la première fois, au début, je ne parlais que du déménagement, du sentiment de déracinement, de la peur constante. Puis, progressivement, je commençais à parler des fils, de comment nous les avions perdus pour le crime, pour la drogue, pour la violence. Il me fallait presque 3 mois pour pouvoir parler de la nuit qui nous avait fait fuir. Quand je racontais, je pleurais tant que je pensais me déshydrater. Le docteur Pascal écoutait simplement, sans jugement, sans choc exagéré, juste avec une compassion silencieuse, qui est exactement ce dont j'avais besoin. C'est qui t'est arrivé et quelque chose qu'aucune mère ne devrait traverser, disait-elle, quand je parvenais à me calmer. Et il n'y a pas de manuel d'instruction pour gérer ce genre de traumatisme. Mais je peux promettre une chose, ça ira mieux. Pas aujourd'hui, pas demain, peu, être même pas dans les mois à venir. Mais ça ira mieux, je voulais la croire. Je voulais désespérément croire qu'un jour je me réveillerais sans ce poids sur la poitrine,
sans ce sentiment constant de vigilance, sans la peur qui était devenue ma compagne constante, Noël 2000 arrivait, le premier loin du quartier, loin de nos anciens voisins, loin des 5 fils, qui n'existaient plus que dans les vieilles photos que j'avais eu le courage d'emporter. Nous faisions un dîner simple, poulet rôti, riz, farce, le gâteau au chocolat que Christelle avait appris à faire. Nous échangions des cadeaux modestes, achetés avec le peu, que nous avions réussi à économiser. C'était un Noël triste et heureux à la fois, triste pour les absences, pour les places vides autour de la table, pour les souvenirs des Noëls passés, quand la maison débordait de monde, de braut, de filles, heureux pour la paix, que nous commencions enfin à trouver, pour la chance de recommencer, pour le simple fait d'être ensemble. Et en sécurité, en janvier 2001, je recevais des nouvelles qui changeraient à nouveau le cours de notre histoire. Elles ne venaient pas par une lettre, un téléphone ou un message. Elles venaient par le journal de la ville, dans une petite note, presque cachée dans les pages de la police. Massacre Brive-la-Gaillarde, Corrèze, fait 5 morts, tous avec des antécédents criminels, représailles de gangs soupçonnés. Il n'y avait pas de nom, juste des âges. Architecte, Archou, Archisan, Archi, Chidio. Exactement les âges de mes 5 fils. Ça pouvait être une coïncidence. Bien sûr, les massacres n'étaient pas rares dans les quartiers de Brive-la-Gaillarde à l'époque. Mais quelque chose en moi, cet instinct de mère, qui ne faillit jamais sa veille. Immédiatement, je montrais le journal à René. Quand il rentrait du travail, il lisait en silence. Son visage, une masque impénétrable. Puis, il pliait soigneusement le journal, le posait sur la table et s'asseyait, paraissant soudain vieux et fatigué. « Penses tu ?» commençais-je, incapable de finir la phrase. « Je ne sais pas » répondait-il, honnêtement, et peut-être vaut-il mieux de ne pas savoir. Laurent, nous ne parlions plus de cela cette nuit-là, ni les nuits suivantes. C'était comme si nous avions conclu un pacte silencieux pour ne pas chercher de confirmation, pour ne pas creuser plus profondément dans cette blessure. S'il s'agissait vraiment de nos fils, il n'y avait plus rien que nous puissions faire pour eux. S'ils ne l'étaient pas, je préférais ne pas nourrir de faux espoirs. Qu'ils étaient vivants quelque part, peut être même à notre recherche avec des intentions que je n'osais pas imaginer. Cette nouvelle, paradoxalement, apportait une sorte de clôture étrange, comme si un cycle s'était achevé, permettant à un autre de commencer. Il n'y avait pas de soulagement. Je ne pourrais jamais ressentir de soulagement à la mort de mes fils. Peu importe ce qu'ils avaient fait, mais il y avait une sorte de résignation, d'acceptation, que certaines histoires n'ont pas de fin heureuse, juste des fins. Dans les semaines suivantes, je commençais à remarquer des changements en moi, les cauchemars, toujours présents, venaient moins fréquemment. Je pouvais sortir de la maison sans ce sentiment constant d'être observé, poursuivi. Je recommençais même à cuisiner quelque chose que j'aimais toujours et que j'avais abandonné depuis la fuite, incapable de trouver du plaisir dans les choses simples de la vie. La thérapie avec le docteur Pascal continuait, maintenant axée non seulement sur le
traitement du traumatisme, mais sur la reconstruction d'une vie au-delà. Tu n'es pas seulement une victime. Madame Béatrice me rappelait-elle constamment, tu es une survivante. Et les survivants avancent un pas à la fois, un pas à la fois. Stein sait que je reconstruisais ma vie dans ce petit coin de la campagne d'Aude, un jour après l'autre, une petite victoire à la fois. J'apprenais à sourire à nouveau, à trouver du plaisir dans les choses simples, à regarder l'avenir avec quelque chose au-delà de la peur. Christelle terminait le lycée en décembre 2000, avec des notes exemplaires qui lui assuraient une place dans un cours technique d'infirmière à Carpentras. C'était le début de la réalisation de son rêve, soigner les gens, faire une différence dans le monde. La remise des diplômes était un moment de joie immense et aussi de réflexion sur tout ce que nous avions traversé pour arriver là. René, qui s'autorisait à sourire plus ces dernières années, étreignait sa fille avec des larmes dans les yeux. « Je vais être grand-père », disait-il, la voix étouffée. Qui l'aurait pensé? Clara naissait par un matin de printemps en 2007, remplissant nos vies d'un amour si pur, si intense, qu'il semblait parfois presque douloureux. La tenir dans mes bras, c'était comme tenir l'avenir et la promesse que la vie, malgré toutes ses cruautés, contient encore des moments d'une beauté indescriptible. Voir Christelle en tant que mère, douce, protectress, forte, était une confirmation que nous avions réussi. Malgré tout, malgré les pertes, la douleur, les erreurs, nous avions atteint l'autre côté. Pas entier, pas sans cicatrices, mais vivants, présent, capable d'aimer et d'être aimé. En 2010, quand Clara avait 3 ans et courait dans la pâtisserie, enchantant les clients avec son rire facile, je recevais une autre lettre, sans adresse de retour. Cette fois, elle était encore plus brève. Madame Béatrice, Monsieur Julien est décédé hier. Il a demandé à vous faire savoir. Il a dit qu'il mourrait en paix, en sachant que vous alliez tous bien, que Dieu vous bénisse. Une amie, je pleurais pour cet homme, que je connaissais à peine, mais qui avait été un pont important entre le passé et le présent, qui avait eu le courage d'apporter des vérités douloureuses, quand il aurait été plus facile de les laisser enfouis. Grâce à lui, grâce à son honnêteté, Christelle avait reçu l'aide dont elle avait besoin. Grâce à lui, Régnier et moi avions pu affronter la vérité sur ce qui était arrivé à nos fils. En son honneur, je créai un nouveau dessert à la pâtisserie, truffe de Julien, faite avec du chocolat noir à l'extérieur et une garniture douce de noix de coco à l'intérieur. Comme lui, une apparence dure cachant un cœur bon. La justice mesquers ne vient pas toujours comme nous l'attendons. Parfois, elle ne vient pas par les tribunaux. Les juges, les cellules de prison, parfois elle vient sous la forme de petits moments de rédemption, d'opportunités pour de nouveaux débuts, de rencontres inattendues qui changent le cours de notre histoire. Je ne sais pas. SIC, qui est arrivé à mes fils, était de la justice. Je ne sais pas. SIC, que René a fait directement ou indirectement, peut-être appelé justice, justice, seulement, qu'à ce carrefour entre la peur et qu'est la justice. Nous avons choisi le chemin qui nous a permis de continuer à vivre, pas sans douleur,
pas sans doute, mais avec la certitude que, même dans les nuits les plus sombres, même dans les moments les plus difficiles, il existe la possibilité d'une aube. Et c'est avec cette certitude que nous continuions notre voyage un pas à la fois, construisant une vie qui, malgré toutes les tragédies, valait encore la peine d'être vécue. Car, en fin de compte, c'est cela survivre. Pas seulement continuer à respirer, mais trouver des raisons pour que chaque respiration ait un sens, chaque battement de cœur soit une affirmation que nous choisissons la vie avec toutes ses complexités, ses douleurs et ses beautés inattendues. Parfois, je me demande si nous sommes faits du même matériau que les phénix des légendes anciennes. Ces oiseaux magiques, qui, lorsqu'ils meurent, se réduisent en cendres, mais renaissent ensuite, plus forts, car après tout ce que j'ai traversé, je ne peux que croire qu'il existe en nous une force inexplicable, une obstination à continuer, même quand il semble que rien ne reste, que des ruines fumantes de ce qui était autrefois notre vie. Les années à Arles passaient tissant une nouvelle existence pour nous, bien différente de celle que nous connaissions à Brive-la-Gaillarde. Le climat plus doux, les rues plus organisées, le rythme de vie moins frénétique, tout contribuait à guérir des blessures que nous pensions saigner pour toujours. Je ne dis pas que c'était facile. Dieu sait que non, mais c'était possible et est-ce la chose la plus importante. En 2010, ma patisserie de Mamie était devenue un lieu connu en ville. C'était pas grand-chose. Juste une petite boutique chaleureuse avec 5 tables, un comptoir vitré rempli de gourmandises et l'odeur permanente de vanille et de cannelle, qui imprégnait même mes vêtements. Mais c'était à moi, un endroit que j'avais construit de toutes pièces, avec mes mains cailleuses, de temps pétrir, façonner, cuire. René continuait à l'usine de métallurgie, maintenant comme superviseur de secteur. Qui aurait pensé que cet homme, qui avait à peine fini l'école primaire, dirigerait une équipe de 30 employés, mais je savais toujours que mon mari avait une intelligence naturelle, une capacité à résoudre les problèmes qu'aucune école ne peut enseigner. Et les années avaient adouci ses aspérités, transformé cette colère contenue en une sorte de sagesse silencieuse. Christelle, notre fille, qui n'était plus du tout une fille, à 26 ans, était devenue une infirmière respectée à l'hôpital municipal. Elle s'était spécialisée en pédiatrie et avait une manière particulière avec les enfants qui faisait que même les plus réticents s'ouvraient à elle. Son mariage avec Robert Jourdan, un pharmacien qu'elle avait rencontré à l'hôpital, fêtait 3 ans en 2010. Et les deux formaient le genre de couple qu'il est agréable de voir, companions, amis, vrais partenaires. Et la petite Clara, notre petite fille, était le soleil de nos vies. À presque 4 ans, elle avait les yeux brillants de sa mère et une curiosité qui tenait tout le monde en haleine. Pourquoi m'aimiez était la phrase qui sortait le plus souvent de cette petite bouche. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi on ne peut pas manger que des bonbons?
pourquoi l'eau de pluie tombe de haut en bas, et tu Allahs, avec toute la patience du monde, essayant d'expliquer des choses que parfois même moi je ne savais pas bien. Tu as plus de patience avec Clara que tu n'en avais avec nous, plaisantait parfois Christelle. Je pense que les mamies sont plus douces que les mamans. Peut-être était-ce vrai, ou peut-être la vie m'avait appris de la manière la plus dure à valoriser chaque seconde de joie, chaque opportunité d'aimer, chaque chance de faire une différence dans la vie de quelqu'un, surtout quelqu'un d'aussi innocent que Clara, qui ne connaissait pas encore les cruautés du monde, qui voyait de la magie dans les choses les plus simples. C'était en 2012, quand Clara était déjà à l'école maternelle et que ma pâtisserie s'était agrandie dans un espace plus grand au centre-ville, que René commençait à se plaindre de douleurs thoraciques. Au début, nous pensions que c'était juste de la fatigue, du stress, peut être même un rhume mal soigné, mais quand je le trouvais un matin assis au bord du lit, incapable de respirer correctement, le visage pâle couvert de sueur froide, ja, savais que c'était quelque chose de plus grave. Ce n'est rien. Femme, essayait-il de me rassurer. Ça va passer. Mais j'avais déjà perdu trop de personnes dans ma vie pour prendre des risques avec l'aide de Christelle. Et qui, grâce à Dieu, comprenait ces choses. Nous emmenions René à l'hôpital. Les examens ne tardaient pas à révéler ce que je craignais déjà. Le cœur de mon mari était compromis. Des années de travail lourd, de distress constant. Et qui sait, la culpabilité qu'il portait en silence avait fait leur effet. Il aura besoin d'une chirurgie, expliquait le médecin. L'artère principale est presque complètement bouchée. C'est un miracle qu'il n'ait pas encore eu de crise cardiaque. Miracle, un mot étrange pour décrire notre vie après tout ce que nous avions traversé, mais peu. Était-ce exactement cela? Une série de petits et grands miracles qui nous avaient permis d'arriver là, de survivre, de reconstruire quelque chose à partir des cendres de ceux que nous avions perdus. Les jours précédents, l'opération était un test de foi. René, toujours si fort, semblait avoir vieilli de 10 ans soudainement. Il s'asseyait sur la véranda de notre maison pendant des heures, regardant l'horizon, comme s'il faisait ses adieux. Une nuit, je le trouvais pleurant seul dans la chambre. Quelque chose que je n'avais jamais vu en presque 40 ans de mariage. « Qu'est-ce qu'il y a, vieux ?» demandai-je, m'asseyant à côté de lui sur le lit. « As-tu peur de l'opération ?» Le médecin a dit que les chances sont bonnes. Il secouait la tête, essuyant les larmes avec le dos de ses mains cailleuses. « Ce n'est pas ça, Béatrice. C'est que si je meurs, je voulais savoir si tu me pardonnes pour tout. » Et je savais exactement à quoi il faisait référence. Ce n'était pas seulement les rudesses occasionnelles de notre relation, les disputes normales de tout couple. C'était cette décision prise il y a tant d'années, dans ces jours terribles après la nuit, où nos fils s'étaient transformés en monstres, la décision, qui, directement ou indirectement, avait scellé leur destin. Je prenais ses mains dans les miennes, sentant la nouvelle fragilité dans ses doigts, qui avait toujours été si fort. Je n'ai rien à pardonner.
René, tu as fait ce que tu pensais devoir faire pour protéger ceux qui restaient de notre famille. Tu n'étais pas le seul à prendre des décisions difficiles à l'époque. Nous avons tous fait des choix que nous porterons pour le reste de nos vies. Il me regardait, les yeux pleins de larmes, et je voyais là l'homme dont j'étais tombée amoureuse à la boulangerie il y a tant d'années. Pas René endurci par les difficultés, pas le père dévasté par la trahison de ses fils, pas l'homme capable de franchir des lignes que nous avions juré de ne jamais franchir. Juste René, avec son cœur immense, sa loyauté farouche, son amour, qui, malgré toutes les épreuves, n'avait jamais vacillé. « Je t'aime, tu sais, disait-il, sa voix se brisant. Je t'ai toujours aimé, même dans les pires moments. Je t'aime aussi, vieux fou, et tout ira bien avec cette opération. Parce que nous avons encore beaucoup devant nous, Clara Beut, que nous assistions à sa remise de diplôme un jour, et je veux te voir danser à son mariage aussi. » Il souriait, et dans ce sourire, il y avait un morceau que je n'avais pas vu depuis longtemps. L'opération était longue. 7 heures, qui semblaient 7 décennies. Je restais à l'hôpital tout le temps, alternant entre prier fervemment et me souvenir de respirer. Christelle restait avec moi, tenant ma main dans les moments les plus difficiles, me forçant à manger quelque chose. Quand mon estomac se plaignait, quand le médecin apparaissait enfin, son visage fatigué, mais avec un petit sourire, je sentais mes jambes faiblir de soulagement. Tout s'est bien passé. Madame Béatrice, votre mari est un guerrier. Il aura besoin de soins, de repos, de changement dans son mode de vie, mais nous avons de bonnes raisons de croire qu'il aura de nombreuses années devant lui. Rona, la récupération n'était pas facile. René, habitué à travailler depuis ses 12 ans, ne savait pas rester immobile. Il se plaignait des restrictions, du régime sans sel, des médicaments qu'il devait prendre à des heures strictes, mais progressivement, il acceptait qu'il devait prendre soin de lui s'il voulait voir notre petite fille grandir en 2013. Quand il était plus rétabli, nous décidions qu'il était temps de réaliser un vieux rêve, visiter le pays natal, pas Aix-en-Provence, la petite ville où j'étais né. J'avais peur des souvenirs qui pourraient ressurgir, des fantômes du passé qui pourraient encore errer dans ces rues poussiéreuses. Vous savez, non, Carpentras, Orange, des villes historiques que j'avais toujours voulu visiter et n'avais jamais eu l'occasion. C'est notre lune de miel retardée, plaisantait René, alors que nous montions dans le bus, main dans la main, comme 2 adolescents amoureux. Ces 15 jours à voyager dans les collines de Vaucluse étaient un baume pour nos âmes. Loin de la routine, loin des responsabilités, loin même des souvenirs douloureux qui nous hantaient encore occasionnellement, je redécouvrais le plaisir de simplement être en vie, de me réveiller chaque matin à côté de l'homme que j'avais choisi, de goûter des plats différents, de m'émerveiller devant la beauté des églises centenaires et des rues pavées qui racontaient des histoires de temps que nous ne pouvions même pas imaginer. Nous aurions dû faire ça avant, commentais-je une nuit. Assise sur la place principale de Carpentras, buvant un café chaud en regardant le mouvement des touristes. « Il n'est jamais trop tard », répondait René, serrant ma main. Et peut-être avions-nous besoin de traverser tous ceux que nous avons traversés pour arriver ici, pour valoriser ces moments comme ils le méritent.
nous rentrions à Arles, renouvelés, avec une énergie différente. Reine, même retraité pour des raisons de santé, trouver un nouveau but en aidant à la pâtisserie. Qui aurait pensé qu'Efes Mainz, habitué à manipuler du métal et des machines lourdes, aurait tant d'habileté pour décorer des gâteaux et faire des pâtisseries délicates. Mais il le faisait. Et plus que cela, il aimait le contact avec les clients, racontant des histoires aux enfants qui entraient avec des yeux écarquillés devant tant de douceur. En 2015, quand Clara avait déjà 8 ans, nous recevions la nouvelle qui compléterait notre famille. Christelle était à nouveau enceinte, cette fois d'un garçon. Robert, le père, pouvait à peine contenir sa joie. Nous allons l'appeler Gabriel, annonçait Christelle lors d'un déjeuner dominical, parce que c'est le nom d'un ange gardien, tonien. Je ressentais un serrement dans la poitrine en entendant le nom, pas parce que c'était le nom d'un ange, mais parce qu'il me rappelait inévitablement les autres fils, ceux que j'avais perdus de manière si différente, si douloureuse. Étaient-ils des anges maintenant? Avaient-ils trouvé la paix, la rédemption, le pardon dans ce qui existe au-delà de cette vie? J'aime le penser. J'avais besoin de croire cela pour continuer. Gabriel naissait par une aube pluvieuse d'avril 2016, remplissant à nouveau nos cœurs de cette joie débordante que seul un bébé peut apporter. Clara, maintenant une grande sœur fière, assumait sérieusement la tâche de protéger et d'enseigner à son petit frère. Je vais m'occuper de lui. Mamie, me disait-elle, avec la sagesse de ses 9 ans, tout comme tu t'occupes de tout le monde. Ces mots simples me touchaient plus. Qu'elle ne pouvait le comprendre, car pendant tant d'années, j'avais senti que j'avais échoué en tant que gardienne, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que personne responsable de garder une famille unie, en sécurité, heureuse. Entendre ma petite fille dire que je m'occupais de tout le monde, c'était comme recevoir une absolution dont je ne savais pas avoir besoin. En 2018, quand Gabriel avait déjà 2 ans et était un petit ouragan d'énergie, et que Clara, à 11 ans, devenait une préadolescente pleine d'idées et de rêves, René et moi célébrions 45 ans de mariage. Nous ne voulions pas une grande fête, mais Christelle insistait pour au moins avoir un dîner spécial 45 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde, argumentait-elle. Vous méritez de célébrer après tout. Après tout, 3 mots qui portaient le poids d'une histoire que notre fille ne connaissait qu'en partie. Elle savait pour les difficultés financières, savait pour la fuite du quartier, savait que ses frères avaient suivi un mauvais chemin et avaient fini morts, mais elle ne connaissait jamais les détails les plus sombres, les décisions les plus difficiles, le prix complet que nous avions payé pour cette nouvelle chance. Et peut-être était-ce mieux ainsi. Être certaines charges devaient-elles être portées uniquement par ceux qui étaient là quand les choix étaient faits, quand les chemins se divisaient irrévocablement, quand le destin montrait son visage le plus cruel. La célébration était intime. Juste nous, Christelle, Robert et les enfants, dans un restaurant confortable au bord de la rivière, qui traverse Arles, Rennes, toujours si réservé, surprenait tout le monde.
en faisant un toast émouvant à ma Béatrice, disait-il, levant son verre de vin. Rousteun, autorisé par le médecin pour l'occasion spéciale, la femme la plus forte, qui jaja maiskonui, qui m'a appris que le véritable amour n'est pas fait seulement de beaux moments, mais surtout de rester ensemble dans les moments impossibles. Je t'aime, vieille femme, merci pour ces 45 ans. Je ne pouvais pas répondre. L'émotion formant un nœud dans ma gorge. Je serrai simplement sa main sur la table, nos doigts entrelacés, racontant une histoire que les mots ne pourraient jamais exprimer pleinement. Dans les années suivantes, notre vie entrait dans un rythme tranquille. Presque comme si l'univers avait enfin décidé que nous avions traversé assez d'épreuves. La pâtisserie prospérait, maintenant principalement gérée par un jeune couple que j'avais embauché, me permettant de travailler seulement quelques heures par jour, plus pour le plaisir que par nécessité. René, avec sa santé stabilisée grâce à des soins constants, se consacrait au petit jardin qu'il cultivait dans la cour arrière de notre maison et à des cours de menuiserie qu'il commençait à suivre dans un centre communautaire. Christelle continuait à grandir professionnellement, maintenant comme infirmière en chef de pédiatrie, respectée par ses collègues et adorée par les petits patients. Robert ouvrait sa propre pharmacie, un vieux rêve qu'il parvenait à réaliser après des années d'économie disciplinée. Clara et Gabriel grandissaient en bonne santé, intelligence, entourés d'un amour que nous nous assurions de démontrer chaque jour de toutes les manières possibles. En 2020, quand la pandémie arrivait, apportant peur et incertitude au monde entier, notre famille faisait face à une autre épreuve avec la résilience que nous avions appris à cultiver au fil des années. Nous fermions temporairement la pâtisserie, adaptions la maison pour recevoir les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école. Soutenions Christelle, qui travaillait en première ligne à l'hôpital, épuisée mais déterminée. C'était une période difficile qui faisait remonter à la surface de vieilles peurs que je pensais avoir surmontées, la peur de perdre des êtres chers, la peur de l'inconnu, la peur d'un avenir incertain. Mais c'était aussi une période de réflexion, de reconnexion, de redécouverte de la force qui existe dans la simplicité, dans l'affection, dans les petits moments partagés. Et me voici en 2025, à 72 ans, assise sur la véranda de ma maison à Arles, regardant le jardin que René cultive avec tant de soin, sentant l'odeur du pain de maïs cuisant au four, entendant au loin le rire de Clara, maintenant une adolescente de 18 ans sur le point d'entrer à l'université, et de Gabriel, un garçon intelligent de 9 ans, obsédé par les dinosaures et les histoires d'aventure. La vie est, mes chers, qui me regardaient, n'est pas un chemin droit. C'est une route pleine de virages inattendus, de trous profonds, de carrefours qui exigent des décisions impossibles. Parfois nous nous perdons sur cette route, parfois le poids du bagage que nous portons semble trop lourd à supporter, parfois la tempête est si forte que nous ne pouvons pas voir même un pas devant. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise en ces 72 ans d'existence, c'est qu'il y a toujours la possibilité de recommencer
de transformer la douleur en force, les cicatrices ensanchecen, les fins en nouveaux débuts, de trouver, même dans les moments les plus sombres, une raison de continuer, un but, une lumière, aussi petite soit-elle. Mon histoire n'est pas belle, n'est pas parfaite, n'est pas le genre de conte de fées qu'on aimerait raconter à nos petits-enfants avant de dormir. C'est une histoire réelle, avec des parties qui font encore mal à se souvenir, avec des choix qui pèsent encore sur la conscience, avec des pertes qui ne seront jamais complètement surmontées. Mais c'est aussi une histoire d'amour qui a survécu à l'impensable, de courage pour affronter l'impossible, du fouet. Quant tout indique croire qu'il n'y avait plus d'espoir, c'est l'histoire d'une famille brisée qui a trouvé un moyen de se reconstruire, pas avec les mêmes pièces, pas de la même manière, mais d'une manière nouvelle, différente. Peut être même plus forte à cause des fissures. Alors, si vous regardez ceci et que vous traversez une période difficile, si vous sentez que votre vie s'est effondrée et qu'il n'y a aucun moyen de remettre les pièces ensemble, si vous croyez que certaines blessures sont trop profondes pour guérir, je veux que vous sachiez, il y a une vie après la tragédie, il y a de la joie après la douleur la plus atroce, il y a de l'amour attendant d'être trouvé, d'être donné, d'être reçu, même quand tout semble perdu. Je ne dis pas que c'est facile, Dieu sait que non. Je dis que c'est possible. Et parfois, savoir que c'est possible est tout ce dont nous avons besoin pour faire le pas suivant. Et puis le suivant et le suivant, jusqu'à ce que nous réalisions que nous marchons à nouveau, que nous sommes vivants, que nous avons encore une histoire à raconter. Avant de terminer cette vidéo, je voulais remercier tous ceux qui ont suivi mon récit jusqu'ici. Si mon histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si elle a apporté un peu de réconfort